avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec nos drôles de dates, Simone Rovera, Philippe Auclair, Fred Hermel et David Lorto. On est parti sur nos chapeaux, alors qu'on est tous d'accord en plus, c'est quand même incroyable. Attends, mais ils vont être d'accord aussi. Écoutez, les gars, on est 4 là, il y a 9 équipes dans mon chapeau 1, tout le monde a dit ok, évidemment on est tous d'accord. Non, c'est même pas qu'on a dit ok, c'est qu'on a fait nos chapeaux nous-mêmes. Et on les attend, on avait tous les mêmes. 9 9 équipes dans ce chapeau des plus grands clubs européens. Real, Barça, Les plus grands Man clubs. United, Liverpool, Juve et Inter, Milan, Bayern et Ajax. Voilà. Pas d'objection? Non, mais il peut pas y en avoir. Pas trop, non. Bah bon, mais tu Ton auras goût quoi pour le dialogue et la discussion, Daniel, me surprennent à chaque fois. Non, mais à un moment dans la vie, il faut savoir trancher. Ouais, c'est ça, ouais. Tu rajoutes qui à chaque fois Venezuela dans ton genre là. C'est pas Venezuela. Qui? Parce que la question, c'est pas qui, quand mais, même. tous ceux qui sont cités sont Non, mais les on est plus grands d'accord. clubs européens. Les plus grands clubs européens, mais il reste d'autres places pour des top clubs européens. J'ajouterais des clubs qui ont une histoire européenne hors du commun. Je pense Bien à sûr. Nottingham Forest, Benfica. Non, c'est pas pareil. Le Celtic. Attends, Benfica, ça se Benfica, ça discute peut se un débattre. peu, peut-être chapeau 2. Non, Nottingham Valence. Forest, c'est une histoire extraordinaire C'est ce que à je un viens de moment dire, donné. c'est une histoire Mais ça ponctuelle. peut pas être dans les grands clubs européens, c'est Et ponctuel. l'Atlético, C'est pas 3 pareil. finales perdues. Mais oui, Donc chapeau 2, mon vieux. Allez, messieurs, l'avis tranché de Philippe Auclair, on y va. Il a été Pichichi, ou l'équivalent anglais Pichichi. Et là, tu veux nous parler de Guardiola, Philippe. Ouais, je vais parler de Guardiola, de quelque chose qui est peut-être un petit peu inattendu de la part de Guardiola, parce qu'il s'est souvent, enfin, il se coltine toujours cette réputation d'être l'homme qui a donné à une génération exceptionnelle de joueurs du Barça le cadre dans lequel s'épanouir complètement. On pense peu à Guardiola comme étant un joueur qui permet à un entraîneur, excusez-moi, qui permet à des footballeurs de s'épanouir ou de devenir autres. Je pense pas que Fred, tu me dirais le contraire. Je pense pas que David, tu me dirais le contraire, ce qu'on a vu au Bayern. Mais c'est ce que je suis en train de voir à Manchester City avec un joueur en particulier, qui est Raheem Sterling, qui est un joueur exaspérant à beaucoup de points de vue. Talent fou, démarrage, conduite du ballon dans les dribbles, tout ce qu'on voudra. Il a énormément de qualité, aussi beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Mais ce que l'on voit depuis le début de la saison, c'est dans la droite ligne de moi ce que j'entendais dire de ce que faisait Guardiola avec ses joueurs, et particulièrement ses joueurs anglais, sur le terrain d'entraînement à City. Et tu vois une progression très nette qui se traduit dans le fait que Manchester City est aujourd'hui plus séduisant qu'il l'a jamais été, je pense qu'on peut le dire, après ce début de saison, et que parmi les joueurs qui jouent un rôle très important là-dedans, sont des individualités que tu n'attendais pas nécessairement, et je pense notamment à Raheem Sterling, 7 buts en 33 matchs l'année dernière, déjà 5 buts en 5 matchs cette année, c'est un but de plus que Gabriel Jesus au passage, et surtout un joueur qui visiblement a été, il a été touché par la petite, je sais pas, la baguette magique guardiolienne. La discipline tactique est quelque chose qui était complètement étranger. Elle est maintenant présente. Je vois Kun Agüero également qui, tard dans sa carrière, change également de registre. Je vois Kevin De Bruyne qui joue dans un nouveau rôle en numéro 8, en espèce d'hybride entre numéro 8 et numéro 10. Bref, je vois des joueurs qui sont en train de se réinventer sous la houlette de Pep Guardiola. Je ne vous dirais pas que je l'attendais nécessairement, mais c'est ce qui est en train de se passer en ce moment à Manchester City, et c'est aussi ça qui fait un grand entraîneur. Voilà. Tiens, vous qui avez eu Guardiola dans vos championnats respectifs, Et David. pourtant, l'année dernière, qu'est-ce qu'il a été critiqué en Oui, Angleterre? absolument. Allez, Y compris par nous, Daniel. C'était pas tranchant comme ça. Non, nous, on n'est jamais tombé d'un coup, Dans c'était les devenu un excès. bidon et tout. Mais là, si tu on veux, a à chaque fois expliqué pourquoi il rencontrait ces difficultés et pourquoi, logiquement, dans sa deuxième année, là, il est en train de maîtriser beaucoup mieux son sujet. Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des joueurs justement dont on n'attendait pas nécessairement autant au Barça comme au Bayern, où il a fait la même chose qu'il est en train de faire? J'ai pris l'exemple de Raheem Sterling, joueur anglais, donc a priori pas nécessairement le plus apte à comprendre les instructions de Pep, culture complètement différente. Joueur extraordinairement frustrant et même exaspérant pour beaucoup de gens qui appréciaient son jeu et qui l'appréciaient en équipe d'Angleterre, à Manchester City ou à Liverpool. Je me pose la question, est-ce que vous avez vu ça arriver à Barcelone ou arriver ça également au Bayern? Oui, c'est arrivé, oui, avec un joueur dont on attendait un petit peu, c'est Messi en pointe. Faire de Messi le meilleur buteur, c'est un buteur extraordinaire, c'est l'idée de Guardiola quand même. Il faut quand même lui donner ça. Oui, alors c'est vrai que la matière, le matériau était peut-être un petit peu supérieur à celui de Raheem Sterling, qui est un excellent joueur, mais peut-être pas un extraterrestre. Mais Messi qui marque plein de buts, c'est Guardiola. En pointe. Voilà. Avec cette liberté-là, etc. C'est lui. Il a inventé des joueurs qui sont devenus champions du monde après.
Busquets et Pedro, qu'il avait en 3e division. Busquets serait peut-être un très bon exemple, en fait. Voilà. Donc, on en reparlera si c'est Sterling son buteur à la fin de la saison ou si c'est Agüero. Moi, je me rappelle que l'année dernière aussi, Sterling avait eu une très très bonne période qui s'est très vite arrêtée et c'est pas lui honnêtement que j'attends moi. Mais moi, je l'attends pas comme étant le buteur numéro 1 de cette équipe. Tout le monde attend Kun Agüero et Gabriel Jesus. Ça c'est clair, net et précis. Par contre, ce que je vois, c'est que je vois un joueur dont beaucoup se demandaient mais comment est-ce qu'il va survivre avec l'arrivée de Bernardo Silva, avec Leroy Sané, etc., etc. Et je vois que ce joueur est titulaire aujourd'hui. Et s'il est titulaire aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est transformé. On m'a même raconté des histoires comme quoi Guardiola, lors des entraînements avec City, il faisait des entraînements individuels avec Sterling, avec carrément des lignes qui étaient tracées sur le terrain, en plus de la ligne de touche, de la ligne des 16 mètres et tout ça, pour lui expliquer, voilà Raïm, c'est ça la ligne que tu dois patrouiller, c'est ça les dribbles que tu dois faire. Et visiblement, quand tu as quelqu'un qui est à l'écoute, les résultats, ça marche. Ça marche et tout d'un coup, un joueur qui était, je dirais, en danger pour sa place dans l'effectif est maintenant devenu un élément essentiel. Pas un titulaire indiscutable, mais un élément essentiel. Et c'est déjà pas mal. David, à Munich, là, tu as un exemple à citer? Oui, alors il a développé Kimmich. des joueurs. Bien sûr, Joshua Kimmich, qu'il a transformé en joueur à tout faire. Alaba, par ailleurs, aussi avait beaucoup progressé dans la souplesse, dans la flexibilité de son jeu. Mais ce sont des joueurs, si on cite que ces deux-là, qui avaient déjà un potentiel extraordinaire, voire illimité. Donc, en l'occurrence, c'était pas des joueurs dont on pensait qu'ils avaient une limite, dont on pensait qu'ils atteignaient un plafond, etc. C'était des joueurs vraiment. Ce sont encore des joueurs vraiment très très forts et au potentiel, même s'ils sont au top niveau, au potentiel encore meilleur. Aussi, non? Là, au milieu de terrain aussi, mais même avec Robben et Ribéry, dont on disait un mot tout à l'heure, lorsque Guardiola est arrivé, il a redonné à ces joueurs-là une espèce de dynamisme, une espèce de fraîcheur, une espèce de capacité à combiner et à inventer et à surprendre qu'ils n'avaient certes pas perdu avec Heinkes, mais qu'ils ont sublimé à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'est la patte de Pep, c'est sûr. Hein. Messieurs, merci beaucoup, Pep David, Philippe, Fred. Et donc l'enseignement majeur de ce super after. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi. Je dis Pep n'est pas une pipe. Oui, merci. Merci Philippe. Merci Simonet également, Pierre, Daniel. On termine de plus en plus tôt là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là, je voulais vous parler d'un incident extraordinaire dans Arsenal-West Brom. Quoi? Ah bah vite fait, alors vas-y. Alors très vite, c'est un penalty. La Casette qui a marqué 2 fois. Oui, non, allez, vas-y Philippe, vite fait. Un penalty non sifflé pour une faute absolument évidente sur Jay Rodriguez. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Le joueur se redresse, frappe le ballon, check, dévie sur son poteau. Et voilà, ça continue. On a vu, pour moi, c'est pas normal. Et on y reviendra, il y aurait dû y avoir penalty. Allez, ça marche. Merci messieurs, merci à tous. Voilà. On revient demain en soirée Ligue des Champions avec le José Mourinho des Hauts-de-Seine, puisque le Plessis-Robinson a fait un exploit énorme avec Jérôme Roten à sa tête. C'est en Coupe de France ce week-end. Je pense qu'il en parlera évidemment demain. Bonne nuit à tous.